Là, on est dans le vallon d'Alès. On a dans tout le vallon une multitude de chalets qui sont exposés ici plein sud. On avait historiquement tous les alpages qui sont en partie encore exploités. Le souffle des cimes. Ce qui n'est pas le cas de la famille Pellissier qu'on va rencontrer là aujourd'hui, ou même si dans la famille ils ont encore des agriculteurs qui exploitent dans le secteur. Eux, leur projet, c'est vraiment de la restauration à titre privé pour profiter des lieux. En plein cœur du parc national de la Vanoise, les chalets d'alpage témoignent de siècles de savoir-faire et d'ingéniosité. Ces bâtiments, érigés avec les pierres locales, sont le reflet d'une adaptation ingénieuse aux contraintes de la montagne. Pentes raides, avalanches et aléas climatiques. Je suis Alice Roy et je vous emmène à Entre-deux-Eaux pour rencontrer la famille Pellissier et leur projet de restauration du chalet d'alpage familial. Là on est en alpage, on est à plus de 2000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment les estives. Fabien Pousset, chargé de mission, aménagement et travaux au parc national de la Vanoise. Là à proximité on a le sommet de la Grande Casse, donc depuis le vallon de l'Alès on voit bien sa face sud. Et donc là, on s'approche de construction dans les alpages, donc c'est ce qu'on appelle les chalets d'alpage. C'est ça, les chalets d'alpage, en tout cas en Maurienne, c'était à la fois le lieu d'habitation des familles qui montaient en alpage l'été, et à la fois les abris aussi pour les bêtes, à la fois les granges pour abriter les foins qui font ici. C'est à la fois les lieux de transformation, parce qu'ici on transforme en alpage du fromage, le bleu de Termignon, qui est issu du lait de vache, qui est une spécialité locale. On est face à une naissance de deux combes, avec un très beau massif rocheux devant nous, avec encore des traces de neige. Les courbes vertes des deux côtés, et puis on a là un bâti dans le sens de la pente qui descend avec les matériaux de l'endroit, les pierres de l'endroit qui ont fait les murs, et puis les pierres plates de l'endroit qui ont fait les toits. Moi je suis Pierre Chazela, architecte et chargé de mission d'expertise auprès du parc de la Vanoise pour accompagner les porteurs de projets. Là on va passer derrière, en fait il y a le petit sentier là, on va passer derrière et là on va pouvoir apercevoir le chantier de la famille Pellissier où ils ont leur projet de restauration. Nous on s'est lancé dans ce projet de réhabilitation, de reconstruction, projet ambitieux mais ô combien gratifiant quand on verra le résultat fini. Parce qu'en fait, donc le chalet, c'était plus qu'une ruine. Une ruine qu'on a complètement déconstruite, enfin pratiquement déconstruite. On a gardé un pan de mur et tous les sous-bassements, par contre. Ça a été déconstruit il y a 2 ans. Voilà, Romain Pellissier, une quarantaine d'années. C'est un chalet qui appartient à la famille du côté de ma mère. On a passé notre enfance ici et donc un attachement très fort avec cet endroit et d'où l'envie de concrétiser ce projet. On est sur un chalet dont j'ai hérité de mes parents. On a eu pas mal de mal pour avoir le permis de construire, mais bon, on y est arrivé. Je m'appelle Anne-Marie. Je suis née il y a déjà un petit moment et mes parents avaient cet chalet d'alpage à Entre-deux-Eaux. Donc le parc n'existait pas, la route n'existait pas. Je suis née à la fin juin. Je suis montée sur le dos du mulet. Je vais avoir une semaine et demie ou 2. Donc depuis le village de Termignon. Mais c'était vraiment une autre vie parce que tous les chalets d'alpage étaient en fait habités. Tout le monde avait des vaches et des moutons, il y avait une vie. Et donc il y avait énormément de monde qui circulait sur ces chemins. Les gens étaient tous avec des mulets, des chevaux, parce que les femmes l'étaient restées dans les alpages avec les enfants et les hommes allaient faire les foins donc à Termignon. Il y avait du monde dans tous les chalets. Maintenant je pense qu'il n'y a plus qu'un exploitant ou 2. Ici, Entre-deux-Eaux, il y en a pratiquement peu. Il y a ma soeur Catherine, une dame qui exploite au-dessus,
alors qu'avant on était au moins une dizaine de familles. C'était quand même dur parce qu'il fallait qu'on traite le matin. Bon, évidemment, il n'y avait pas du tout de l'électricité. Donc on se levait le matin pour traire quand même tôt. Souvent, en fait, même l'automne, on trayait à la bougie. Évidemment, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de machine à traire. Il y avait, pour faire chauffer le lait pour le fromage, il n'y avait pas de gaz à l'époque. Donc on le faisait avec du bois, on allait ramasser du genièvre et puis des arcos qu'on ramassait une année sur l'autre, qu'on mettait sécher. Et donc on faisait essentiellement le feu pour faire le fromage. Bon, c'était dur, mais comme tout le monde vivait la même vie, on rêvait pas d'aller en vacances, on savait pas ce que c'était les vacances, mais pour nous les vacances c'était venir à la montagne. On ouvre une nouvelle page, quoi. Non, là, on trie les cailloux, on trie les lauses qui sont les lauses du chalet tel qu'il était, pour pouvoir les récupérer pour la nouvelle toiture. On essaie de revaloriser au maximum les lauses de l'ancien chalet, plutôt que de mettre que de la lauze standard de carrière. Logique. C'est ça. Qui était la logique initiale de la construction des ruines initiales, quoi. La même logique, réutilisation de ce que tu as sur place. Voilà. L'architecture paysanne. On voit ces bâtiments qui forment une sorte de petit hameau et on est vraiment sous la montagne, on voit les rochers. Donc on peut imaginer qu'en hiver il y a beaucoup de neige et des avalanches. Comment ces chalets résistaient aux événements extrêmes du climat ? Mais déjà la neige, elle a permis par exemple de descendre les pierres les plus grosses. Au lieu de les porter, on les faisait descendre sur la neige. On se sert des obstacles. L'amont des bâtiments rentre en général dans la terre, donc forme un peu étrave par rapport à la neige qui, elle, a tendance à descendre, la réaptation de la neige, l'avalanche. C'est des choses très très simples qui nous émerveillent, la beauté par la simplicité. Là, vous découpez des lauses ? C'est ça, oui, on est en train d'aménager les appuis de fenêtre. Donc on est quand même obligé de les recouper parce que bon, les anciens ils faisaient ça manuellement, mais ils étaient moins précis que nous, ils avaient moins de contraintes et la menuiserie les adaptait en fonction des murs, quoi, plutôt. Vous, c'est quoi votre métier ? Je suis maçon en restauration de patrimoine. On œuvre pour le bien du patrimoine, quoi. Vous vous appelez comment ? Jérôme. Voilà, donc c'est moi qui suis responsable du chantier. Et alors derrière nous, on voit plein de pierres posées les unes sur les autres. C'est quoi comme pierres ? Ici, c'est des pierres calcaires, c'est des pierres du site. Hein. En fin de compte, c'est des pierres c'est des éboulis qui sont tombés des parois rocheuses et qui ont été récupérées, donc soit par les paysans et qui ont servi à rebâtir ça. C'est vraiment, ça a été extrait au plus près du site, quoi. Vous avez des rochers au-dessus. Certains rochers sont en fait une énorme lose en train de se déliter en feuilles. Et donc les gens taillaient dedans. Et alors pour ces constructions, donc, on utilisait les pierres locales, ouais. Mais on voit qu'il n'y a pas de forêt. Non, alors il a pu y avoir des époques où le bois montait un peu plus haut. En général, l'essence qui pousse le plus haut, c'est le mélèze. On en voit là derrière. Traditionnellement, les pièces de bois étaient quand même amenées à l'intersaison, tirées par des mules, pour pouvoir constituer les pièces principales de la charpente, c'est-à-dire le faîtage. On bâtit avec très peu de pente pour garder la neige et qu'il y ait peu de reptation. La neige isole, donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas encore la charpente qui, elle, devrait être posée début août, donc d'ici une petite semaine. Et comment, à l'époque, on construisait les charpentes pour qu'elles résistent aux avalanches ? Les poteaux n'étaient pas fixés à la base, ils étaient simplement posés sur des pierres pour avoir un effet d'articulation, pour éviter d'avoir un élément qui est trop fixe, de manière à ce que quand il y a des souffles d'avalanche, le chalet puisse quand même avoir un certain mouvement qui puisse retrouver aussi son état initial, et voilà, de manière à éviter sa destruction. Et parfois, quand on se balade et qu'on voit un chalet, on peut voir une date gravée dans la pierre, mais à l'envers. Alors,
gravait effectivement les dates de construction et on dit que parfois effectivement sur les chalets les dates sont à l'envers pour signifier que ce n'est pas le chalet originel. Combien de temps il faut pour faire une rénovation pareille ? Les saisons sont relativement courtes, on va dire qu'on peut commencer à travailler dès que la route d'accès est ouverte, qui nous permet d'arriver à peu près 1 kilomètre d'ici. Ça en fonction de l'enneigement, c'est fin mai, début juin. Ensuite, les automnes sont plutôt cléments ces dernières années, donc on peut espérer travailler jusqu'à mi-octobre, parce qu'en général après il gèle, donc pour le béton c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il nous faudra 4 voire 5 saisons pour arriver dans une configuration à peu près finie. Est-ce qu'on peut parler de coût ? Effectivement, donc il y a un certain coût sur ce type de travaux. Déjà un coût qu'on ne retrouverait pas dans un contexte plus standard, c'est-à-dire les coûts d'acheminement en hélicoptère, de matériaux, même si on a des temps de rotation qui sont relativement courts, entre 2 et 3 minutes la rotation, ça représente un budget assez important au regard du nombre de rotations qu'on va effectuer. Aujourd'hui, on doit être à 160 ou 170 rotations. Il reste encore 60 peut-être, donc on sera au-delà de 200 rotations. Il y a un coût relatif aussi finalement au déplacement des compagnons, puisque c'est des situations un petit peu particulières, il y a beaucoup de temps de déplacement, il y a des engins 4x4. Depuis quand il existe ces installations, ces constructions dans les alpages ? L'occupation humaine est très très ancienne, on parle du néolithique, on a encore des traces, des gravures sur pierre qui ont plusieurs millénaires. Mais là les constructions ici, elles sont du 18e, 19e principalement. On en a des beaucoup plus vieilles, notamment en face, là, dans la vallon de la Lesse, en face de la famille Pélissier, il y a un chalet qui a été daté au carbone 14 à partir des vieilles pièces de bois, qui est daté du 15e, voire certaines pièces encore plus vieux du 13e. On recense à peu près dans toute la Vanoise, en tout cas la partie cœur du parc, à peu près 400 chalets d'alpage. Mais tous ne sont pas utilisés. Il y a encore une grande partie qui est utilisée par des agriculteurs et une autre partie par des familles propriétaires qui utilisent ces chalets l'été. En tant que parc national de la Vanoise, vous faites la promotion de la reconstruction de ces édifices ? Alors on accompagne les propriétaires à effectivement reconstruire dans des bonnes conditions. Après, c'est un coût certain. On est dans une complexité administrative. Ça, c'est pas le fait parc, c'est un fait un peu général. Donc moi en tout cas, j'accompagne, et ça fait partie de mes missions, d'accompagner les propriétaires sur cette partie-là. Et puis il y a un accompagnement technique avec la présence de Pierre Chazela, l'architecte conseil. À cet endroit-là, les gens avaient fait ce dont ils avaient besoin, le juste minimum nécessaire, et qui aujourd'hui nous dit que il y a plus qu'une pratique toute bête, il y a un plus. Pierre Chazela, vous êtes architecte conseil pour le parc. À l'époque, est-ce que les gens construisaient avec des architectes ? Non, c'est ce qu'on appelle une architecture sans architecte, une architecture vernaculaire. Et donc ils n'avaient pas besoin d'une division du travail. Le gars était à la fois capable de faire des travaux pour nourrir sa famille et de donner la main dans un travail en général plutôt collectif. Sous forme de tontine, on se donnait mutuellement la main à diverses époques. Tous les 5 ans, on refaisait les drains et tout le monde s'y mettait. Et cette année, on va tous refaire les drains de Marcel. L'année prochaine, on va faire les drains de chez Lucienne. La taille de la tâche ne permettait pas de l'aborder toute seule. Et les formes n'étaient pas des formes dessinées selon un modèle, mais les formes qui avaient passé le test de l'histoire. C'est-à-dire construire à cet endroit-là, ça marchait. Le bâti perdurait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui disparaît le plus, c'est la culture. Et qu'on se retrouve avec des actes de bâti acculturés. Et ça, c'est dommage. Merci à Romain et Anne-Marie Pélissier, propriétaires du chalet, à Pierre Chazela, architecte conseil pour le parc national de la Vanoise, à Fabien Pousset, chargé de mission aménagement et travaux au parc national de la Vanoise, et à Jérôme et ses compagnons de la société Glénat. Chalet d'alpage est un épisode de la série Le Souffle des Cimes,
Le podcast produit par le Parc national de la Vanoise, réalisation Alice Roy, illustration musicale Majo. À retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, avec des épisodes qui fonctionnent de façon indépendante. Et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.